une star, oui, mais d'où vient-elle? Née pour certains en 1939, pour d'autres en 41, 46 ou encore 1950. Quant à son lieu de naissance, disons, quelque part en Asie. C'est à Londres que le monde la découvre. Sa silhouette appelle les défilés dans un swinging London fait de stars de la pop et d'artistes en vogue. Lennon, Warhol, Bowie. Mais c'est à Paris qu'elle fait une rencontre décisive, Salvador Dali. Muse du peintre durant 15 ans, mais pas seulement. Elle inspire aussi les couturiers. Paco Rabanne sera le premier d'une longue série. Suivront Smalto ou encore Jean-Paul Gaultier. Les années 70-80 propulsent Amanda Lear, diva du disco. Elle vend plus de 25 millions de disques. Je suis certaine, moi, que dans encore plusieurs années, quand on parlera d'Amanda Lear, on dira « Ah oui, oui, vous savez bien, celle qu'on avait dit que, etc. » Mais personne ne se rappellera du titre de mes chansons. Les années passent et d'égérie, Amanda devient créatrice. Sa source d'inspiration, la Provence, sa lumière et ses couleurs. Une artiste à part entière, mais qui n'oubliera jamais les mots de son ancien Pygmalion, Dali. Eh bien, justement, c'est assez traumatisant d'être avec un génie, bon, un très grand peintre, pendant 15 ans, qui vous dit dès le départ, les femmes n'ont pas de talent. Alors c'est presque un défi, vous voyez. La peinture, c'est bien, le théâtre, c'est mieux. Et là encore, Amanda nous épate. Là, j'ai pris un extra, je suis en pleine montée. Si je tire pas 2 tapes sur un bédo, je vais pas pioncer une demi-heure cette nuit, puis j'ai French manucure à midi. Alors. Depuis près de 50 ans, le public l'aime et la suit. Dernière œuvre signée Amanda Lear, un livre intitulé Délire. Voilà pour quelques éléments seulement de cette histoire. Vous savez que ça sent le cimetière, tout ça. Pas quand du même. tout, vous me dites. Oui. Vous dites, en revanche, les chiffres, j'adore comment vous réagissez. Parce que tout à l'heure, on regarde les images, et puis tout à l'heure, vous me disiez les chiffres, vous savez, le passé. 25, vous me dites non, 26 millions. 26 millions de disques. C'est sur Internet, on peut vérifier. On peut vérifier. Non, mais c'est bien, c'est vrai. Je suis assez fier de ça. Vous savez, bon, en France, je n'ai jamais eu le même succès parce que comme j'écris en anglais, toutes les chansons que j'écris sont en anglais. Donc en France, ça a moins marché que, disons, que, je sais pas, en Allemagne, en Russie, dans les autres pays. Et quand même, je les ai écrites, ces chansons. Et je suis arrivé dans une période où c'était disco. Et vraiment, si vous écoutez la musique disco, c'est pas terrible. C'est pas, ça dépend. C'est toum, poum, 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 poum. Donc je me suis dit, moi, ce que j'aime, c'est écrire des belles paroles, des poésies, des choses comme ça. Et c'était difficile d'adapter ça sur un rythme disco. Vous avez connu cette période du Swinging London avec, on va voir cette image et cette pochette. D'abord, il y a eu cette pochette de Roxy Music. Pochette de Roxy. Elle était assez magnifique. Les Rolling Stones, il y a quand même Miss Amanda Jones, c'est vous. Miss Amanda Jones. Ça, c'est pour vous. Et quand on a une musique quand même des Rolling Stones, c'est pas mal. Et fiancé à David Bowie. Vous disiez qu'avec lui, c'était parfois compliqué parce qu'il mettait plus de maquillage que vous. Oui, c'est la première fois en tout cas que je sortais avec un type qui se maquillait plus que moi. Non, mais c'est pas tellement le problème du maquillage, c'est le problème du démaquillage. Du démaquillage, il se démaquillait pas. Il restait comme ça. Les hommes se démaquillent moins que les femmes. De cette époque-là, vous êtes sorti indemne parce que quand on vit cette période un peu sexe, drogue et rock'n'roll quand même, quand on vit auprès de cette population-là, c'est un peu rock, c'est un peu... Moi, j'ai toujours aimé être rock, j'adorais fréquenter. Vous savez, aujourd'hui, les filles, elles fréquentent des footballeurs. Voilà, elles rêvent d'un footballeur. Moi, à mon époque, toutes les filles de mon âge qui étaient mannequins, eh ben, on sortait avec des guitaristes, avec des cheveux longs. Et forcément, dans ce milieu-là, ça fumait un peu des pétards, etc. C'était très rock'n'roll, quoi. Vous êtes une survivante de cette période-là? Voilà, j'aime bien le mot parce que moi-même, je me qualifie quand on me dit que je suis une survivor, une survivante. J'ai connu tout ça et j'en suis sortie en pleine santé, en pleine forme, alors que j'ai plein de copines et de copains qui ont disparu. Oui, qui ont été fracassés, entre guillemets, par cette époque-là. Quand vous rencontrez Dali, c'est quoi? C'est un coup de foudre amical, sentimental? Il y a quoi dans cette liaison? Alors, quand j'ai rencontré Dali, ça s'est très mal passé parce que sa peinture ne me plaisait pas du tout. Moi, j'aimais Picasso et au pire Magritte dans le surréalisme. Voilà. Et vous lui dites? Et je faisais les Beaux-Arts. Et donc, je l'ai rencontré, on a voulu me le présenter. Bon, très bien, il m'a fait des compliments. Vous avez une belle tête de mort, j'adore vos pommettes, votre squelette, tout ça, c'est bon. Et je l'ai trouvé très antipathique, arrogant, sûr de lui et tout. Donc, j'ai dit, je le verrai jamais plus. Et après, il m'a téléphoné, il m'a amené déjeuner. Et là, il était tout seul, il n'y avait pas sa cour autour. Et il était adorable, adorable. Et je me suis rendu compte que Dali était comme beaucoup d'artistes du showbiz que j'ai croisés après. Il jouait un rôle. Tous ces artistes... Comme vous, quoi.
Voilà, on joue un rôle. Vous voulez voir Amanda Lear, je vous fais Amanda Lear. Mais peut-être que demain, je ne serai plus Amanda Lear. Marilyn Monroe, c'est pareil, vous voulez voir Marilyn Monroe. Et donc, Dali faisait son numéro de Salvador Dali, qui était assez insupportable. Mais après, dans le privé, c'était un homme adorable. Quand Amanda Lear rentre chez elle, en Provence, en Italie, qu'elle est un peu seule, parce que c'est le cas parfois, avec vos chats, comme vous le dites, moi, elle se dit quoi? Elle se dit, cette vie, elle a été extraordinaire, fabuleuse, j'aurais dû faire autre chose, ou tout va bien? J'aurais pu être coiffeuse, je me serais certainement comme quoi que ça. Non, je sais pas ce que j'aurais pu faire. J'ai toujours aimé les métiers artistiques, j'aurais aimé peut-être faire des tissus, travailler dans la mode. La peinture, elle est là. Vous peignez, on va regarder quelques toiles, au départ, c'est justement. quelque chose, bien sûr, c'est à base de couleurs très vives. Regardez. Ah, ça, c'est mes tableaux, justement. Ça, c'est vous. Vous voyez, cet ange qui est désespéré. Je peignais beaucoup des hommes nus, mais en ange. Et il est désespéré parce que tout va de travers. D'ailleurs, vous disiez... Et puis au peu, je peins beaucoup de fleurs aussi. Vous disiez que vous aviez du mal à trouver plutôt de modèles hommes. Ah ben les modèles, moi, genre, les modèles, non. Souvent, je peins des hommes nus de mémoire, parce que vous savez que d'abord, j'ai une bonne mémoire, mais aussi parce que c'est de plus en plus difficile de trouver des messieurs qui veulent bien se déshabiller, ils croient que je vais leur sauter dessus. Il y a bien longtemps que je ne saute plus sur personne, moi, tout ça, c'est terminé. Là, voilà. Il a été, et ça a été quelque chose de clé, on vous voit ici peindre. Il y a une œuvre que vous aimez avant tout. Regardez, allez, regardez. Pas celle-ci, hein, pas celle-là, celle-ci. Ah, ça, c'est Giacometti, c'est l'homme qui parle. Pourquoi cette œuvre vous fascine? C'est très symbolique, parce que, vous voyez, c'est ma philosophie. Il ne faut jamais s'arrêter de marcher. Il est fragile, il est penché en avant, il marche en avant. Il marche. Il faut toujours marcher. Il ne faut jamais s'arrêter. Si on s'arrête, on meurt. Et donc, moi, je marche de l'avant, je ne regarde jamais en arrière. Et ça, pour moi, c'est une sculpture qui est très symbolique. Il fait des grands pas et il va vers l'avant. On ne sait pas vers où il va, vers son destin, vers l'apocalypse, j'en sais rien. Mais il faut aller de l'avant. Et je ne m'arrêterai jamais. Et les gens que j'ai rencontrés... Avec plutôt cette philosophie-là? Oui, j'ai rencontré parfois des gens très âgés et ils me disaient il faut avoir des projets, j'ai envie de faire des choses. Une fois, j'étais fascinée, j'étais à un dîner assise à côté de RT qui avait décoré les Folies Bergères. Et RT, il avait 100 ans, vous vous rendez compte? Il était assis à côté de moi, un petit vieux, tout propre. Et après, il a dit oh là là, il faut que j'aille me coucher, bonsoir. Et je dis vous êtes fatigué? Il me dit non, je prends l'avion demain matin, je vais à Majorque, je vais faire construire une villa. Il avait 100 ans, il allait faire construire. Et donc, je me suis rendu compte que voilà, il faut avoir plein de projets, il faut avoir envie de faire les choses. Et moi, j'aime m'entourer de gens qui sont aussi enthousiastes que moi. Je vais vous en présenter un ce soir. Quelqu'un qui est, en général, comme cela, enthousiaste. Il fait de la télévision, il est devenu acteur,